Merci. Bonjour. Donc, avant qu'on commence officiellement, pour toutes les personnes qui ont suivi l'événement depuis hier matin ou depuis ce matin, vous allez voir que ça va sembler un petit peu étrange parce qu'aujourd'hui, on va définir qu'est-ce que le plurilinguisme. Je vous explique. Donc, comme c'est une série balado et c'est le premier épisode, ça va avoir une vie qui lui est propre. Donc, cet épisode doit permettre à tous nos futurs auditeurs et auditrices de bien comprendre de quoi on va parler. Puis, comme Diane vous l'avait dit avant la pause, par la suite, on va également recueillir vos commentaires, vos rétroactions, vos suggestions. Donc, ça va être très, très, très précieux. Donc, sans plus attendre, je commence. Bonjour et bienvenue dans le balado « Le plurilinguisme en éducation ». Enseignant débutant et chevronné du préscolaire au milieu universitaire, enseignant de langue ou d'autres matières, en milieu pluriethnique ou non, c'est à vous que s'adresse ce balado. On souhaite vous inspirer, vous informer et vous équiper pour relever les défis de l'enseignement dans un monde où la diversité linguistique est maintenant la norme. Dans chaque épisode, on va plonger dans un nouveau contexte d'enseignement pour explorer avec nos invités les approches plurilingues qu'on peut y mettre en œuvre, le tout basé sur la recherche. Avec ses conseils pratiques pour accueillir la diversité linguistique, Plurilinguisme en éducation va vous offrir des perspectives inspirantes et des outils concrets pour enrichir votre pratique pédagogique. Plurilinguisme en éducation est un balado produit par le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'Université Concordia sous la direction de Diane Quérien, professeure en didactique des langues à Concordia, et avec le soutien financier du CRSH, du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance, ainsi que de la Faculté des arts et des sciences de Concordia. Pour ce premier épisode, aujourd'hui, on va vous parler donc du plurilinguisme. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est pertinent dans le milieu de l'éducation? Et puis, on va vous donner à la toute fin un aperçu des autres épisodes de la série Balado. Je suis aujourd'hui donc en compagnie de ma co-animatrice, Yann-Lyn. Yann-Lyn, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ce qui t'a amené à t'intéresser au plurilinguisme en éducation? Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yann-Lyn Zhao, doctorante de l'Université Laval et mon sujet de recherche s'inscrit exactement dans l'enseignement de la grammaire. Donc, je sais qu'on en a parlé vraiment beaucoup cet après-midi. Mais pour les Chinois, en milieu chinois, en Chine, la grammaire joue vraiment un rôle important, voire crucial dans l'enseignement du français langue étrangère ou on dirait langue additionnelle aussi. Et puis, pour le moment, je parle le chinois comme langue maternelle et le français et l'anglais comme langue additionnelle. Et j'ai commencé aussi à apprendre le cantonais et le coréen par des séries, donc d'une manière plus naturelle, mais non systématique. Et puis, oui. Et mon parcours vers le plurilinguisme, c'est vraiment un peu imprévu parce que dans mes expériences pédagogiques et professionnelles très limitées, parce que je ne représente pas tout le monde, c'est juste des expériences personnelles. J'ai vécu deux pôles extrêmes dans l'utilisation d'une autre langue que la langue cible dans la classe de langue. Par exemple, quand j'étais en Chine, j'ai appris l'anglais et le français dans une classe où on a contribué vraiment beaucoup de temps à parler le chinois pour expliquer les règles, pour traduire les textes, pour faire des exercices, etc. Et puis, j'ai appris le français en France pendant une période, mais dans la classe là, la langue maternelle a été exclue totalement. Donc, on n'avait même pas le droit d'utiliser un dictionnaire bilingue, juste pour nous exposer dans un environnement purement français et nous encourager
à parler le français totalement. Donc, et quand j'ai commencé à enseigner dans différents contextes éducatifs, j'ai revécu ces deux pôles extrêmes. Donc, je me disais, je suis considérée comme plurilingue partout, peut-être dans le monde, mais sauf dans une classe de langue. Donc, personnellement, je suis vraiment embrouillée par ce fait. Et finalement, ma directrice, Catherine Ménard, m'a confirmé que vous êtes plurilingue, enfin les Chinois sont des plurilingues même dans la classe, donc il faut les considérer comme plurilingues et il faut considérer leurs expériences personnelles, leur répertoire langagier, etc. Donc ça, c'est mon premier pas vers le plurilinguisme. Donc, comme j'ai dit, très imprévu, très par hasard, mais raisonnable. Donc voilà. Et toi, Caroline, tu peux te présenter et nous partager aussi des expériences personnelles. Ouais. Ben oui, j'aime ça parce que toi, tu es arrivée dans le plurilinguisme avec ton expérience d'apprenante et moi, c'était par mon expérience d'enseignante. Après avoir fait j'ai commencé à enseigner après avoir fait d'abord un bac en théâtre, qui n'est pas vraiment pertinent ici, puis ensuite un certificat en enseignement du français langue seconde, qui remonte donc à 2007 à 2009, au cours duquel on n'a pas parlé d'approche plurilingue à aucun moment. L'approche normale, par défaut, c'était d'utiliser uniquement le français en salle de classe. Et c'était comme ça que j'enseignais. J'ai enseigné le français là, à ce moment-là dans divers milieux, mais je l'enseignais particulièrement en immersion dans les écoles au centre-ville où les gens viennent faire de courts séjours linguistiques d'un mois ou deux, par exemple. Et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à enseigner en mode complètement immersif, en utilisant le français seulement. Puis, par la suite, je suis allée enseigner au Brésil et c'était la même chose. J'ai même enseigné dans une école où est-ce qu'on essayait de recréer l'apprentissage naturel de la langue maternelle en langue seconde avec nos étudiants. Et j'avais beaucoup de plaisir à mimer un lapin plutôt que d'essayer de donner la traduction et essayer de faire comprendre tous les concepts en utilisant uniquement le français. J'y croyais ardemment à cette approche-là. Puis ensuite de ça, je suis revenue à Concordia pour faire ma maîtrise en linguistique appliquée. Puis c'était dans un cours de didactique de la grammaire donné par Laura Collins qu'on a lu un article. J'ai noté le titre ici parce que je veux lui donner toute son importance. C'est First and Second Language Knowledge in the Language Classroom, un article de Mary-Liz Hurst, Joanna White et Philippa Bell, écrit en 2010, dans lequel des élèves étaient amenés à faire des liens dans un journal de bord entre le français et l'anglais. Et ça a été comme un feu d'artifice dans ma tête. Wow, on peut faire ça. On peut amener les élèves à faire des liens entre les langues. OK, super. Mais comment est-ce qu'on peut le faire dans un contexte où est-ce que les élèves n'ont pas une langue commune, comme c'est le cas en francisation? Ça a donc été le cas, le sujet de recherche de mon mémoire de maîtrise. Puis par la suite, j'ai décidé de continuer d'explorer ça. Donc je suis maintenant au doctorat où est-ce que j'explore comment est-ce qu'on peut utiliser une approche plurilingue dans un cours de français langue seconde en milieu universitaire, avec toutes les contraintes que ça impose, mais on va avoir l'occasion de se reparler de nos recherches respectives de toute façon dans un autre épisode. Donc, sans plus attendre, puisque le sujet de cet événement est le plurilinguisme en éducation, est-ce que tu peux nous expliquer comment on comprend le plurilinguisme et puis pourquoi est-ce que c'est important dans l'éducation d'aujourd'hui? Oui, d'abord, le plurilinguisme peut désigner le processus d'acquérir des langues secondes ou étrangères, ou disons additionnelles, et la capacité à les utiliser. Donc, sur ce plan, le plurilinguisme désigne en fait une perspective individuelle, donc les compétences linguistiques et culturelles individuelles, qui comprennent une capacité à
communiquer dans plusieurs langues, à naviguer entre elles en fonction de contextes sociaux et de besoins communicatifs. Et au niveau de la société, le plurilinguisme signifie un reflet de l'utilisation plusieurs langues, la coexistence de plusieurs langues dans une communauté, dans une société ou un phénomène de plus en plus commun dans le monde entier. Parce qu'en raison de la mondialisation, les langues et les variétés des langues se contactent, se transforment et s'approchent et s'interagissent. Donc, les langues parlées par les membres d'une communauté, y compris les langues minoritaires, les autochtones, sont reconnues et valorisées. Et dans ce sens, cette définition réfère à celle du multilinguisme dont on parle souvent et qu'on entend très souvent dans ce domaine aussi. En fait, ces deux notions impliquent la capacité à utiliser plus d'une langue, que ce soit au niveau individuel ou sociétal. Et elles valorisent la diversité linguistique et culturelle. Donc, elles sont toutes considérées bénéfiques dans le développement des apprenants. Mais le plurilinguisme, comme j'ai dit, se penche sur une perspective individuelle. Par exemple, un élève est-il capable de parler, de communiquer avec plusieurs langues? Est-il capable de faire des comparaisons, faire des liens entre les éléments langagiers des différentes langues? Et puis, il valorise l'intégration et la fluidité des ressources linguistiques dans ce cas. Et puis, le multilinguisme, il est plutôt utilisé pour décrire la présence de plusieurs langues dans une communauté. Puis, par exemple, au Canada, le français et l'anglais ont tous un statut de langue officielle, mais en Chine, le chinois mandarin est la seule langue officielle en Chine, mais l'anglais est obligatoirement enseigné depuis l'école primaire. Donc, dans ces deux cas, on peut le considérer comme le multilinguisme. Voilà. Donc, on peut remarquer que dans le contexte multilinguisme, avec des politiques et des pratiques d'enseignement privilégiées, des langues sont enseignées indépendamment et puis séparément. Et puis, il y a toujours des langues privilégiées par le système éducatif. Mais dans certaines recherches, par exemple des recherches en anglais, ces deux mots peuvent être utilisés d'une manière interchangeable. Oui. Pardon. Ouais. Et donc, en éducation, le plurilinguisme, en se focalisant sur les interconnexions, les interactions entre les langues, a proposé des approches plurilingues qui encouragent les élèves à utiliser toutes leurs langues connues, donc l'ensemble du répertoire langagier. Par exemple, les approches plurielles développées par Gondelier et son équipe et le projet Elodie qu'on a déjà mentionné cet après-midi. Et comparons nos langues dans ton article, etc. Donc voilà, il favorise non seulement l'apprentissage des langues, des cultures, mais il renforce aussi l'identité des apprenants. Donc ça aidera à créer un environnement inclusif. Et puis, ça aidera à renforcer l'identité des apprenants. Et puis, ça aidera aussi à créer renforcer des sentiments d'appartenance des apprenants. Donc, ça permettra une
meilleure performance et les élèves pourraient être plus engagés, plus actifs dans la classe. Donc voilà. Merci. Puis, j'aimerais ajouter quelques petits points. Donc, en français, la distinction entre plurilinguisme et multilinguisme est celle que tu nous as décrite et elle est importante, mais en anglais, par moment, c'est utilisé pour désigner le même phénomène. Multilingualism et plurilingualism peuvent être synonymes. Donc, s'il y a des personnes qui viennent ici et qui utilisent le cadre théorique là, du multilingualism, il n'y aura pas de problème pour nous. Puis, on a peut-être des auditeurs aussi qui se demandent quel est le lien entre le plurilinguisme et le bilinguisme. Donc, quand on parle de plurilinguisme, ça inclut le bilinguisme. Donc, le plurilinguisme n'exclut pas le fait de parler deux langues, puis peut même désigner un plurilinguisme individuel. Par exemple, quand on est capable de s'exprimer dans différents registres de langue ou de différentes manières dans différents contextes, c'est une forme de plurilinguisme également. Oui. OK. Mais comme nous avons déjà mentionné des termes dans notre présentation et dans la première présentation sur le plurilinguisme, on a concerné les termes, des groupes de termes comme langue maternelle, langue première, langue seconde, langue étrangère additionnelle, etc. Donc, est-ce que pourrais-tu nous présenter un peu les définitions et les liens entre ces groupes de termes? Oui, nos auditeurs vont trouver qu'on fait beaucoup de définitions pour ce premier épisode, mais je pense que c'est important pour ensuite vraiment savoir de quoi on parle. Donc, on parle parfois de L1, ou langue première, LM ou langue maternelle. On parle de la première langue qui est apprise dès l'enfance, mais pour certaines personnes, il peut y en avoir plus qu'une. Quand on utilise l'expression langue seconde ou L2, ça peut être désigné pour utiliser pour désigner une langue qu'on apprend par la suite, comme deuxième ou deuxième langue ou langue subséquente. Mais il y a des distinctions qui peuvent être faites. Donc, généralement, on utilise l'expression langue seconde quand on est dans un endroit où la langue enseignée a un statut reconnu. Donc, quand on est en enseignement du français au Québec ou de l'anglais au Québec ou n'importe où au Canada, on utilise l'expression langue seconde parce que ce sont des langues qui font partie des langues officielles du pays. Mais quand on enseigne le français en Chine, par exemple, bien là, on utilise plutôt l'expression français langue étrangère pour désigner le fait que cette langue-là n'a pas de statut particulier dans le pays où elle est enseignée. Donc, quand vous voyez les expressions français langue seconde ou français langue étrangère, pour la plupart des gens, c'est ce que ça signifie, mais il peut y avoir des petites distinctions selon les personnes qui les utilisent. Puis, mon expression préférée à moi, et la tienne aussi, Anne-Lynne, je sais, c'est langue additionnelle. Donc, langue additionnelle qui vient désigner toute langue additionnelle à celle apprise dès l'enfance à la maison. Puis, parfois, on vient aussi utiliser l'expression LX pour parler d'une troisième, quatrième ou cinquième langue. Puis généralement, quand on utilise cette expression-là, c'est pour la distinguer de la langue seconde. Donc, par exemple, si on s'intéresse à une population qui a le français comme langue maternelle, l'anglais comme langue seconde et qui apprend ensuite l'espagnol comme LX ou langue tierce, puis on va vouloir venir voir les impacts. Mais ce qui est important, en fait, c'est que dans le balado, vous allez peut-être entendre une ou plusieurs de ces expressions-là, mais nous, on veut s'adapter à la terminologie préférée de nos invités. Donc, ça va être la personne chercheuse qui va décider si elle veut nous parler de langue seconde additionnelle, LX, ou etc. Surtout, il s'agit de leur champ de recherche. Par exemple, dans notre université, il y a quand même des cours qui s'appellent l'enseignement de langue seconde, mais en France, c'est plutôt langue étrangère, français langue étrangère, français langue seconde. Donc,
voilà. Exactement. Puis comme on va parler dans le balado de pratiques concrètes en salle de classe, ça va avoir très peu d'impact, là, toutes ces petites distinctions terminologiques-là. On veut juste s'assurer que nos auditeurs ne sont pas perdus dès le début ou qu'ils savent qu'on parle de la même chose. Oui. Puis tout à l'heure, Yann-Lyn t'a parlé des approches plurielles, des approches plurilingues qui se développent en Europe depuis une vingtaine d'années. Puis en Amérique du Nord, on voit aussi beaucoup l'expression translanguaging. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais, encore une fois, les définir, puis nous expliquer c'est quoi le lien, puis les différences entre ces deux notions-là, puis où est-ce qu'elles se rejoignent, de quelle manière est-ce qu'elles se rejoignent en éducation? OK. En fait, à ma connaissance, les approches plurilingues et le translanguaging partagent en effet beaucoup de points communs, surtout entre les approches plurilingues et la version faible du translanguaging. Et puis, ils s'appuient sur l'hypothèse d'interdépendance et ils ont des buts assez similaires comme reconnaître et valoriser, ainsi que profiter de l'ensemble de répertoire langagier des élèves pour leur permettre de s'engager dans leurs apprentissages, soit des langues, soit d'autres matières. Et les approches plurilingues viennent de la didactique des langues et de la sociolinguistique en Europe, comme tu as mentionné. Elles encouragent les élèves à utiliser leurs connaissances de différentes langues et à développer une compétence plurilingue et pluriculturelle. Et permettant aux élèves de transférer leurs compétences, leurs connaissances linguistiques d'une langue à une autre. Donc, tu vois, elles tendent à maintenir une certaine frontière, une distinction claire entre les langues. Alors que le translanguaging a évolué dans un contexte bilingue minoritaire. Donc, son objectif est plutôt de veiller à ce que les apprenants bilingues, généralement issus d'une communauté bilingue minoritaire, souvent d'une communauté marginalisée. Donc, ces apprenants soient capables de pratiquer leur bilingue comme ils le sont. Donc, oui, c'est ça, pour valoriser, dans le fond, leur identité linguistique. Oui, exactement, et leur identité sociale. Absolument. Ouais. Donc, ils considèrent les pratiques linguistiques des élèves comme des ressources dynamiques et fluides. Ils voient ces pratiques comme un tout intégré plutôt que comme des compétences séparées. Donc, en gros, les approches plurilingues mettent en accent avant tout le développement des compétences et le développement et la mobilisation du répertoire linguistique des apprenants. Et puis, le translanguaging met l'accent sur les pratiques discursives multiples des apprenants en classe. Et ils pourraient donc pratiquer leur plurilinguisme, ils pourraient utiliser leur langue d'une manière fluide, donc ils pourraient naviguer entre ces langues librement. Voilà. Par exemple, dans une activité, peut-être les apprenants entre des petits groupes, ils pourraient discuter en mandarin, par exemple, en italien, et puis en grand groupe, on pourrait s'exprimer par le français, en anglais, etc., selon les consignes de l'enseignant. Donc, ça permet de vraiment naviguer entre les langues. Et dans la mise en œuvre en classe, le translanguaging peut aussi servir de stratégie pédagogique parce que ça peut être planifié par l'enseignant. Et puis, très souvent, une activité de translanguaging peut être suivie par une activité
par exemple, une analyse comparative propre aux approches plurilingues. Donc, c'est pourquoi on dit que ces deux approches peuvent aussi se considérer comme complémentaires. Et puis, sur un continuum de pratique. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Merci pour ta réponse. C'est toi aussi. Tu as d'autres choses à ajouter ou à compléter, peut-être? Non, je pense que tu as bien fait le tour de cette question. OK. Et puis, mais vu que ces approches semblent mettre en question celle de l'enseignement habituel, donc comment peut-on intégrer des approches plurilingues à l'enseignement et est-ce qu'il faut revoir complètement notre curriculum ou notre manière d'enseigner? C'est aussi une grosse question posée par des participants. Enfin, oui. Ben oui, ça va être exactement ça, le sujet du balado. Notre objectif, comme je l'ai dit dans l'introduction, ça va être d'explorer plein d'approches qui peuvent être utilisées dans plein de contextes différents. Mais pour répondre à ta question, non, c'est pas nécessaire là, de revoir la totalité du curriculum. Il y a des ajouts dans les approches plurilingues qu'on peut faire facilement, qu'on va choisir selon nos objectifs d'enseignement et nos apprenants. Puis là, je l'ai dit, ça va être le sujet du balado, mais on sait que les auditeurs et auditrices sont peut-être impatients de connaître quelques stratégies qu'ils pourraient appliquer d'ici la fin de l'année scolaire, dans la prochaine semaine, qui sait. Donc, pour attiser votre curiosité, je vous donne quelques petits exemples. La première, ce serait les clins d'œil plurilingues. C'est tout simplement quand quelque chose arrive dans la classe, quand on arrive devant un mot de vocabulaire ou un petit contenu linguistique qui peut poser problème. On demande à un apprenant comment se dit ce mot dans une langue qu'il connaît ou si un phénomène similaire existe dans sa langue ou dans sa culture. Donc, c'est une stratégie qui est tout à fait réactive par rapport au contenu qui est vu en classe et qui demande donc aucune planification. Tu l'as mentionné tout à l'heure, mais je veux le redire. Pour le préscolaire et le primaire, il y a l'éveil aux langues, et spécifiquement au Québec, avec Élodile. Donc, on va mettre d'ailleurs des ressources avec l'épisode du balado. Les liens des ressources dont je parle seront disponibles. Donc, c'est possible, par exemple, d'utiliser des albums plurilingues dont on a entendu parler aujourd'hui lors de l'événement du Pluri-Edgy. C'est possible de faire une fleur des langues pour montrer les langues qui sont parlées dans la classe. Et il y a plein de ressources sur ce site. Puis, pour les personnes enseignantes qui voudraient faire un peu de lecture pendant l'été avant la prochaine année scolaire, il y a le site Les approches plurilingues dans les écoles de langue française de l'Ontario qui est sorti le mois dernier, je pense, et qui est vraiment absolument fantastique, qui montre plein de pratiques plurilingues qui peuvent être mises en place en classe. Dans le contexte plutôt de l'enseignement de la langue seconde maintenant, on en a entendu parler ce matin, mais je vais en reparler pour les auditeurs du balado qui n'étaient peut-être pas là. Il y a Angelica Galante et son équipe à McGill qui ont fait le Plurilingual Guide qui présente 5 stratégies plurilingues qui peuvent être mises en place en classe. La première, c'est les comparaisons interlinguistiques, donc le fait de comparer, par exemple, l'utilisation des déterminants possessifs en français et en anglais qui est complètement différent, ou en espagnol qui est plus similaire. Des comparaisons interculturelles, donc faire appel aux différentes cultures dans la classe, puis faire des comparaisons ou bien simplement ouvrir un espace pluriculturel où on peut parler de la manière dont se vit certaines choses dans nos cultures. Le translanguaging, donc comme tu l'as mentionné, le fait de pouvoir avoir une discussion, par exemple, qui implique plusieurs langues ou d'utiliser ces langues-là pour comprendre un document, pour échafauder l'apprentissage. Les activités de traduction et de médiation, donc par exemple la traduction de nouveaux vocabulaires qui fait suite ensuite à un partage en classe, puis des tâches de plurilittératie, comme l'utilisation de la langue de différentes manières, avec différents médias, sous différentes formes. On n'a pas toujours besoin, par exemple, d'être dans le texte écrit avec un crayon sur une feuille de papier blanche, 8,5 par 11. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais ajouter juste comme ça? Non,
c'est parfait. Parfait. Donc, je vous avais dit qu'en fin de balado, on irait vers à quoi s'attendre pour la suite de la série. Donc, pour chaque épisode, on va explorer soit un contexte d'enseignement avec ses enjeux. Il va y avoir donc une personne chercheuse et une personne enseignante qui vont venir nous parler, qui ont de l'expérience avec ce contexte, qui vont venir nous en parler, puis nous parler de pratiques plurilingues concrètes qui pourraient être appliquées dans ce milieu-là, qui l'ont été également, auxquelles les recherches de cette personne-là font place. Puis, il va y avoir d'autres épisodes qui vont être autour d'outils qui, eux, peuvent être utilisés dans plusieurs contextes différents. Puis, pour tous ces épisodes-là, il va y avoir des activités clés en main que vous allez trouver sur notre site web. Donc, on parle d'une belle mine d'or d'informations pour les personnes enseignantes, les personnes conseillères pédagogiques dans les commissions scolaires, puis les personnes qui enseignent vraiment, là, comme on le disait, du préscolaire à l'universitaire, qu'on soit en contexte d'enseignement de français, langue d'enseignement, d'anglais, langue d'enseignement, d'enseignement des langues secondes et à l'international également, contexte d'enseignement des mathématiques, des sciences également. Donc, on va vraiment faire appel à toutes les expertises des personnes qui ont participé à l'événement du Pluriédi. Mais également, si vous êtes une personne chercheuse ou enseignante à l'écoute en ce moment et que vous aimeriez être invité au balado pour parler de vos pratiques concrètes dans votre contexte d'enseignement ou partager des outils didactiques ou pédagogiques, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, Yann-Lyn, je te laisse le mot de la fin avec une petite réflexion finale. Oui, en fait, moi et mes collègues, Caroline inclus, on a toujours réfléchi sur une question, c'est que comment pourrait-on convaincre les enseignants, les apprenants d'être ouverts aux approches plurilingues et d'accepter leur application en classe. On a vu cette question cet après-midi aussi. Donc, ça me permet de remarquer que même au Canada, un milieu déjà très hétérogène, on a toujours ce doute. Donc, vous pouvez imaginer en Chine, un milieu linguistiquement homogène, ça sera encore beaucoup plus difficile de les convaincre. Donc, voilà, on n'a pas de réponse, c'est juste pour vous, de vous permettre de réfléchir, d'aller plus loin. Oui, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, Merci. C'est ce qui conclut l'enregistrement du premier épisode de la série Le plurilinguisme en éducation. Et puis, on vous le disait avant, comme on est dans le cadre donc d'un épisode pilote, ce qu'on aimerait pour la suite, c'est recueillir vos commentaires, vos suggestions. C'est sûr que cet épisode-ci se distingue un petit peu des autres parce qu'on y a défini des concepts plutôt que de parler de pratiques concrètes. Mais si vous avez des suggestions, des commentaires pour la suite, ce serait très précieux pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je pense que c'était bien aussi de cadrer les choses pour les auditeurs. C'était très intéressant et de l'avoir avec ces deux voix. Alors, je ne sais pas, c'est juste peut-être un commentaire, puisque vous recueillez aussi les idées. En écoutant la fin, en fait, l'appel, je me suis dit, ça peut être aussi intéressant d'avoir les doubles voix, à la fois le chercheur et le praticien. Parce qu'il y a quand même eu des présentations où il y a eu des enquêtes dans des terrains, ou sinon des recherches qui ont été menées en collaboration avec des praticiens, avec des enseignants du primaire, du secondaire, et en relation avec le chercheur qui analyse ces données. Et peut-être ça peut être intéressant d'avoir les doubles voix en même temps qui se répondent pour avoir justement ce lien, puisque c'est un peu le lien que vous faites entre le pôle de la recherche et
le pôle de la pratique en classe. Et peut-être ça peut se retrouver aussi dans ces échanges de voix. Mais oui, mais c'est exactement ça qu'on va faire. Ça veut dire que je ne l'ai pas expliqué clairement. Donc, ce qu'on veut, c'est un dialogue entre une personne chercheuse et une personne enseignante pour parler ensemble d'un contexte qui leur est commun où une personne a accès par la recherche et l'autre par la pratique. Ah ben c'est parfait. Moi, j'avais compris que c'était un alternatif, donc c'est super. J'abonde tout à fait. Il y a Catherine, au fond, qui a une question. Ben, en fait, les propos de Catherine viennent de me faire penser à quelque chose. Vous parliez de double discours, mais pourquoi ce ne serait pas un triple discours avec peut-être des élèves, des enfants, des parents qui auraient en fait expérimenté ces approches-là? Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Oui, absolument. Ça fait également partie de notre réflexion. On s'est dit qu'avec des élèves, ça ajoutait peut-être une complication technique par rapport à l'enregistrement, mais ça mijote encore. Donc là, tu sais, le fait que tu viennes en parler, c'est parce que le format balado, on se disait, se prête peut-être pas à être vraiment à plusieurs voix. On souhaite également faire des épisodes plutôt courts, tu sais, dans l'idée, un enseignant ou une enseignante peut l'écouter dans l'auto au retour de sa journée de travail avec le cerveau qui bourdonne, puis tu sais, on est dans le 30-40 minutes, puis ça s'écoute bien, puis ensuite il va sur le site web, il y a les outils clés en main. Donc, si on veut réellement laisser une voix à des personnes qui l'auraient expérimenté en tant qu'apprenants, je pense qu'on va vers un épisode plus long, mais ça pourrait peut-être être une 3e série. En tout cas, ça continue de mijoter. Est-ce que tu veux réagir aussi? Merci. En fait, on a discuté aussi entre nous sur si c'est nécessaire d'inviter des élèves. On pense que c'est une bonne idée, ouais, mais en pratique, parce qu'on n'est pour le moment pas trop certain si c'est toujours en présentiel ou en distance. Donc, avec des élèves, par exemple, on a des contextes du primaire à l'université. Dans ce cas-là, des élèves trop petits en distance, ça ne sera pas trop réaliste, donc réalisable. Oui. Ouais. Ouais, ok, merci. Oui, voilà. Ben, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été avancé. Là, si vous faites ça avec des mineurs, il y a aussi peut-être des questions juridiques à se poser. Je lance ça comme ça. Pas que c'est pas intéressant, par contre, mais je pense qu'il y a des réflexions à avoir sur le plan éthique et juridique. Moi, j'aimerais aussi parler des sujets qui vont être abordés, parce qu'on en parlait un peu avec Catherine tantôt. Moi, le parent pauvre des approches plurilingues, qui est évoqué par tout le monde au passage, mais qui ne fait pas l'objet de conversation, ou du moins qui n'a pas fait l'objet de conversation depuis hier, c'est tout ce qui est relatif aux variétés. On l'évoque, tout le monde, je pense, l'a évoqué, mais personne n'en a parlé concrètement. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut les traiter, les variétés, comme si on traitait les langues? Moi, je pense que non, personnellement, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Là, juste peut-être s'ouvrir par rapport aux différentes approches plurilingues. Des fois, c'est des langues, des fois, c'est pas des langues, des fois, c'est des variétés, en fonction de... C'est ça, peut-être penser aussi en fonction des thématiques abordées, non pas seulement en fonction des personnes que vous évitez. Je comprends aussi que la question du contexte est centrale dans ce que vous voulez faire. Mais je veux pas te couper la parole. Est-ce que... dans le fond, c'est qu'on veut pas être dans la théorie. C'est vraiment un balado pratico-pratique. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à l'écoute de ce balado en ce moment et qui a envie de nous parler d'idées concrètes, du oui mais comment, à propos des variétés de langue, écrivez-nous, je vous en prie. On veut vous donner la parole. Si quelqu'un dans la salle a une idée de quelqu'un qui travaille là-dessus. Donc, oui, absolument, ça peut avoir sa place parce que, comme on le dit, on veut travailler soit à partir de contexte, soit à partir d'outils qui s'utilisent dans différents contextes. Donc, peut-être qu'il y a des outils, par exemple, pour travailler dans différents contextes sur les variétés de langue. Pourquoi pas? On veut pas se limiter non plus là, au petit cercle que l'on connaît. C'est sûr que les participants du Pluri-EDJ sont les premiers auxquels on fait appel. Vous allez être nos premiers invités dans la première quinzaine d'épisodes du balado. Puis, ben,
par la suite, on aimerait ça aussi aller voir ailleurs.